Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième webinaire de la saison, consacré à la santé mentale des parents. Je m'appelle Samantha et je suis coordinatrice de projet chez Nexus Santé. Un organisme à but non lucratif, donc la mission est de promouvoir la santé. À travers notre projet, parenthèse, nous soutenons les familles francophones de l'Ontario en développant des webinaires, des balados et en finançant des groupes de soutien dans la province. Tous nos webinaires de l'année dernière sont disponibles sur notre site internet parenthèse-on.ca et vous pouvez retrouver nos balados sur Spotify et YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur notre groupe Facebook Parenthèse Ontario, informations et ressources en petite enfance. Avant de commencer, je tiens à reconnaître que nous sommes réunis sur des territoires autochtones traditionnels. Pour ma part, je me trouve sur les terres Haudenosaunee et Mohawk. Je vous invite à prendre un moment pour honorer les peuples autochtones qui ont habité, protégé et transmis les savoirs de ces terres depuis des générations. Merci. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre intervenante de cet après-midi. La docteure Anna Pichva est psychologue clinicienne et mère de deux enfants. Elle offre des services aux personnes ayant diverses préoccupations, notamment les difficultés parentales, la santé mentale en période périnatale, les traumatismes et la dissociation, le syndrome du stress post-traumatique, ainsi que le soutien aux familles vivant des séparations conflictuelles. Son objectif est d'aider ses clients à prendre conscience de leurs expériences, à faire une pause avec curiosité et à donner un sens à leur vécu. Et avec cela, je suis ravie de passer la parole à notre intervenante, Dr. Plichva. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour l'opportunité. Ça me fait toujours plaisir de travailler avec Nexus. Alors, comme c'est dit, oui, je suis psychologue clinique, je suis à Ottawa, et puis je travaille avec des individus qui présentent avec des problèmes quand même assez divers, que ce soit les traumatismes, la dissociation, mais il y a beaucoup, une grosse partie de mon travail qui est liée au parentage. Des fois, c'est le parentage d'un enfant qui n'est pas encore ici, des fois, c'est un nouveau-né, des fois, c'est des petits-enfants, des adolescents, mais aussi même avec les parents d'enfants adultes. Alors, c'est vraiment le parentage au cours de la vie. Je vais rajouter, oui, je suis maman de deux humains, mais je suis aussi maman d'une petite chienne, que je ne peux pas l'oublier. Alors, aujourd'hui, je suis heureuse de vous parler un petit peu d'un sujet qui est quand même important de plusieurs perspectives, parce que la santé mentale des parents, c'est quelque chose qu'on souvent on semble comme rajouter à la fin de nos discussions avec les parents ou avec même parents clients ou parents même amis ou dans le contexte médical. Mais je pense que ça devrait prendre un petit peu plus d'avant dans nos discussions. Puis une chose que j'espère pouvoir aussi partager ou clarifier aujourd'hui, c'est que l'expérience postnatale est très diverse et que parfois les difficultés que les parents vont avoir, oui, va être quelque chose qu'on peut appeler un trouble de santé mentale, mais il y a aussi des expériences très typiques, même normales, que malgré le fait que, oui, un support est nécessaire, oui, l'information est nécessaire, on n'a pas besoin de en parler comme si c'était une maladie parce que ça fait partie du cheminement des parents. Alors, j'espère pouvoir faire un peu cette différence-là avec vous aujourd'hui et offrir des ressources aussi. Je sais que Samantha a parlé des questions. Oui, vous pouvez utiliser le chat. Samantha, je t'invite à me faire savoir s'il y a des questions au cours de la session, parce que des fois, la question est très liée au sujet auquel je parle. Alors, j'aime mieux y répondre tout de suite. Fait que s'il y a des questions qui sont dans le chat, s'il te plaît, tu peux m'interrompre. OK, pas de problème, je Ouais, vais ouais, merci. faire Puis ça. c'est la même chose si vous voulez poser une question, comme en parlant, là, ça me dérange pas aussi. Je trouve que surtout quand c'est une question, liée au sujet, c'est bien de le répondre tout de suite. OK, parfait. Pas de problème. Alors, c'est les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, parler un petit peu de c'est quoi cette période-là, qu'est-ce qui se
passe dans la période périnatale? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Quels sont les mythes que souvent les parents vont croire ou entendre? Et ensuite, quels sont les troubles de santé mentale les plus courants? Qu'est-ce qui est normal, ce qui ne l'est pas? Et ensuite, la prévention et les ressources. C'est pas un secret que la période périnatale, c'est une période qui a beaucoup de changements et des changements pour tout le monde. Pour le parent gestationnel, après l'accouchement, si c'est un accouchement vaginal, ben, le corps de la femme va subir beaucoup de changements et a besoin d'une période pour guérir, pour récupérer. L'utérus va se recontracter pour revenir à la taille normale. Alors, on peut avoir des crampes semblables à des douleurs très fortes menstruelles. Il peut y avoir des saignements vaginaux, des pertes, et ça peut causer de l'anxiété. Il y a des niveaux d'hormones qui changent beaucoup, qui chutent brusquement. Alors ça peut entraîner des changements d'humeur, de la fatigue, de la confusion aussi. Puisque les seins commencent à produire du lait, ça peut avoir des déconforts physiques et toutes les attentes et stress qui peuvent venir avec un parent qui veut allaiter. Euh, il y a aussi des douleurs qui viennent avec quand les muscles pelviens vont comme se sentir un peu plus affaiblis. Il peut y avoir des fuites urinaires qui peuvent être inconfortables ou embarrassants. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps. Et même quand l'accouchement, c'est un accouchement où la naissance, une naissance avec une césarienne, mais il y a encore beaucoup de changements dans le corps. C'est quand même une intervention chirurgicale majeure. Les douleurs qui sont liées à l'opération, l'inconfort, peuvent avoir un impact sur la mobilité du parent, son humeur aussi. S'il y a des médicaments qui sont prescrits, bien, il peut avoir un impact aussi sur la capacité d'allaiter. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps de la mère ou du parent gestationnel. Il y a aussi des choses qui se passent dans notre cerveau. C'est une période de neuroplasticité accrue. Le cerveau change beaucoup pour se préparer à la maternité. À la maternité. Euh, il y avait cette recherche-là il y a quelques années, maintenant que ça a été sorti, mais il y a une diminution des matières grises dans les régions associées aux émotions, à la cognition sociale. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une perte d'intelligence. Pas du tout. C'est un processus qui reflète vraiment l'élargement synaptique de notre cerveau. C'est notre cerveau qui se prépare à apprendre, grandir, développer pour toutes les nouvelles tâches parentales et pour renforcer le lien parent-enfant. Oui. Mais ça peut avoir un impact quand même sur notre humeur, sur notre fonctionnement. Du côté hormonal, il y a des changements qui se font très rapidement après la naissance et d'autres qui sont un peu plus lents. Alors, il y a une chute très rapide quand même d'estrogène et de progestérone. Alors, ça peut causer des sauts d'humeur. Par contre, si le parent allait, alors il peut avoir une augmentation d'oxytocine qui va favoriser le développement du lien affectif, de la relaxation. Mais ça peut quand même être un processus très douloureux, très compliqué d'allaiter. Et quand la douleur et l'inconfort corporel peut avoir un impact aussi. C'est très difficile de se sentir calme et relax quand on est en douleur quand même. Oui. Les changements dans notre corps émotionnel et même relationnel, ça n'arrive pas juste aux mamans. Les pères aussi, on voit beaucoup de changements hormonaux. Il y a la testostérone a tendance à baisser, qui est souvent liée à une diminution de l'agressivité et pour favoriser les comportements parentaux. Il y a une augmentation de l'oxytocine qui surtout augmente lorsque les pères interagissent avec leur bébé, quand ils prennent soin de leur bébé. Et c'est quand même un changement hormonal qui favorise l'empathie et l'attachement du parent. Au niveau du cerveau, il y a des changements dans les zones liées à l'empathie, à l'attention, qui aussi va favoriser le lien entre le père et l'enfant.
Ce qu'on voit aussi dans le côté, corporel, souvent on voit, de la fatigue qui vient souvent après avoir moins de sommeil. Il y a souvent une perte de poids et une, isolation sociale qui se fait, chez les pères aussi. Alors toutes ces choses-là, toute cette liste, de changements-là, c'est pour noter à quel point, l'arrivée du bébé, va changer, heu, la vie pour les parents et leur corps aussi. Et heu, de plus en plus, on parle du processus de matrescence qui suggère que comme d'autres périodes de notre vie, la petite enfance, l'adolescence, l'âge mûr, le troisième âge, tout ça, bien, le processus de maternité, moi je dirais de parentalité, pas juste chez les mamans, englobe des changements physiques, psychologiques, émotionnels, relationnels et qui commence, même avant la grossesse des fois, mais pendant la grossesse, l'accouchement et les premières années de la vie de la maman. C'est une transition importante parce qui impacte l'identité, pardon, hem, les relations qu'une personne a dans tous les domaines de sa vie. C'est une transformation monumentale et c'est pas quelque chose qui est à prendre, à second plan. Oui. Alors, il y a des changements dans notre identité, dans notre perception de soi, dans nos valeurs souvent, dans notre concentration et les choses auxquelles on porte attention, notre sens de responsabilité. Oui. Il y a des changements physiques, émotionnels, et relationnels, que ce soit les relations avec notre famille, nos propres parents ou avec des amis, les collègues qui ont des enfants, qui ont pas d'enfants, mais toutes ces relations-là changent. Parce que le parent n'existe plus juste en tant que parent, c'est toujours le parent, par rapport à eux-mêmes et aussi envers leur bébé. Oui. Je veux noter aussi que cette période de matrescence, c'est aussi une transformation qui a beaucoup de nouvelles joies. Souvent, il peut y avoir un beau développement personnel, un approfondissement de relations. Et c'est aussi un processus qui dure toute la vie. Une fois qu'on est parent, on est parent pour toujours. Alors ces changements-là, ils sont uniques à chaque individu et durent toute la vie. Et je trouve que j'en ai parlé dans mon autre, webinaire, puis je peux pas parler de la période, périnatale sans parler de l'instinct maternel. S'il vous plaît, remarquez les guillemets. La notion de d'instinct maternel, c'est une fausse croyance qui suggère que toutes les femmes possèdent une capacité biologique, naturelle, instinctive d'être mère, d'être nourricière, d'être attentionnée, que la seule raison des femmes, c'est d'être la procréation et que le rôle de parent devrait venir facilement, naturellement à toutes les femmes. Alors qu'ils devraient savoir comment, être maman. Ils devraient trouver la maternité comme étant une période seulement de joie et d'épanouissement. Et le mythe, c'est un mythe, l'instinct maternel, c'est faux. Il n'y a pas de recherche qui supporte cela, même s'il y a une biologie, des hormones qui jouent un rôle très important dans la formation des comportements parentaux et des réactions émotionnelles. Ce ne sont pas les seuls facteurs déterminants. Les compétences et les comportements parentaux s'apprennent, se développent en grande partie grâce à l'expérience, à l'éducation et au soutien social. Le rôle du parent implique beaucoup de compétences pratiques concrètes que l'on apprend. Et je pense que c'est important de parler de ça, surtout maintenant, parce que dans les générations précédentes, ça semblait peut-être que les parents d'être parents, c'était naturel parce que, heu, on apprenait beaucoup plus par l'observation et l'exposition à d'autres membres de la famille. Il y avait beaucoup plus d'enfants, les gens vivaient en famille plus longtemps, il y avait des foyers intergénérationnels, des familles plus nombreuses. Alors, une fois qu'une femme devenait maman, elle avait déjà probablement, hem pris soin de plusieurs d'autres enfants, que ce soit des frères et sœurs ou que ce soit d'autres membres de la famille. Et maintenant, nos familles sont tellement différentes que très souvent, notre propre bébé, c'est le premier bébé qu'on va prendre dans nos bras. Alors, ça fait du sens qu'on est anxieux,
qu'on se sent incertain, parce qu'on n'a pas eu l'expérience qu'on aurait eue dans d'autres générations. Et j'aborde ce sujet dans tous mes ateliers parce que les attentes que nous avons au sujet de la parentalité vont impacter nos expériences. Et ces attentes-là, ben, reposent parfois sur des informations erronées. Et l'instinct parental en fait partie de ces attentes erronées-là. Connaître vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux est important pour nous de pouvoir comprendre ça. Alors, ce que la recherche nous démontre, mais elle remet vraiment en question cette notion d'instinct maternel. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a des différences dans le parentage et la parentalité dans différentes cultures. Pas tout le monde est parent de la même manière. Right? Mais si ça serait un instinct, ben, on s'attendrait à ce que ce soit euh, universel. Aussi, il y a des parents adoptifs qui sont d'excellents parents aussi. Les pères, les familles homoparentales, ce sont tous des familles où il n'y aurait pas nécessairement un parent gestationnel et quand même, ils sont d'excellents parents. Alors oui, certains comportements parentaux qu'on observe chez les animaux semblent instinctifs, right? C'est instinctif pour un oiseau de construire un nid, right? Mais c'est pas la même chose chez les humains. La biologie va jouer un rôle, mais ce n'est pas le seul déterminant. La parentalité est une compétence, c'est une compétence qu'on développe avec l'expérience, avec l'observation. Oui. Je continue. Si tu m'arrêtes pas, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Non, il y a pas de OK, question. OK, ça va. OK. Alors, quels sont les facteurs qui impactent l'expérience périnatale de nouveaux parents? Ici, je veux clarifier que la majorité de la recherche vient sur les parents, les mères hétérosexuelles, euh, et il y a soit pas de recherche euh, sur les familles diverses ou les résultats sont très souvent similaires avec quelques différences que je vais aborder bientôt. Mais c'est quand même euh, important de souligner comme le bias, le biais que dans les recherches qu'on fait. Alors, chaque parent devient parent d'un point de départ différent. Ils ont eu une vie très différente, ils ont un cœur différent et un corps différent. Alors, le parent qu'ils vont devenir et l'expérience qu'ils vont avoir va être très différent dépendamment des attentes, des espoirs, des motivations qu'ils avaient pour devenir parents. Oui. Euh, Et les attentes qu'ils vont avoir, bien, ils vont impacter le la période périnatale aussi. Hem Et ça peut être des attentes, des espoirs comme le sexe du bébé, comment l'accouchement va se passer, qui va être là, le soutien qui va être présent ou pas présent. Toutes ces choses-là, ce sont des attentes qu'on peut avoir. L'impact physique, alors s'il y a eu, des blessures ou il y a eu une césarienne, mais il va avoir une expérience différente. La santé mentale, la vulnérabilité à une santé mentale va aussi jouer un rôle parce que ça va quand même augmenter le risque. Si un individu a eu des périodes de dépression avant la naissance du bébé, il y a plus de chances qu'ils vont en avoir dans la période périnatale aussi. Puis, dans la santé mentale, la vulnérabilité, je mets la personnalité dans ça aussi. Il y a des éléments comme la capacité d'adaptation d'un individu qui peut avoir un impact sur la période périnatale. Le soutien social, que ce soit le soutien réel ou un soutien perçu, parce que une vérité qu'on voit beaucoup, c'est que des fois, il y a des gens qui sont disponibles, mais qui ne sont pas, ils ne sont pas utilisés dans ces situations-là. La relation avec les membres de la famille, y compris le style d'attachement du parent. Les relations de soutien, comme j'ai dit. La nature du congé parental, la durée euh, du congé parental, s'il y a une pression ou un impact financier à cause de cette période-là.
La présence de d'autres enfants, dans la maison aussi va impacter l'expérience beaucoup. Alors surtout quand on parle aux parents qui ont eu plus qu'un enfant, ils peuvent vous dire que la c'est très différent de ramener un enfant pour la première fois quand c'est votre premier qu'emmener la deuxième fois. Oui. Alors, ramener le bébé à la maison, c'est déjà suffisamment stressant. Ce qu'on réalise pas toujours, c'est que on apporte avec nous, un bagage d'espoir, un bagage héréditaire qui va, impacter notre expérience. Et une partie de ce bagage-là, c'est les mythes sur la période périnatale. Ces mythes-là, ça, c'est juste des petits exemples là, que j'ai entendus ou que, on en parle souvent, mais des choses comme la parentalité devrait être une source de joie immédiate, que les mères sont naturellement liées, à leur bébé dès la naissance, qu'il y a une connexion automatique, que les pères ne vont pas avoir des troubles de santé mentale dans la période péripartum, hem, que si vous avez de la difficulté ou si vous n'appréciez pas, hem, votre rôle de parent, mais c'est parce que vous n'êtes pas un bon parent ou que les maladies, périnatales, sont rares. Hem, je suis curieuse quand même de savoir si c'est des mythes que les gens qui sont ici aujourd'hui ont entendus ou est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai pas nommés qui semblent très communs? Hem, je vais donner une petite minute. Ouh, je m'excuse. D'autres que vous avez entendus. Oh no, cancel, I don't wanna leave. Mhm. So, un que j'ai entendu il y a pas longtemps, c'est que tu devrais vouloir ta mère avec toi à l'accouchement. C'est pas vrai pour tout le monde. Oui, il y a des parents qui vont vouloir avoir, hem leur mère présente, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas et il y en a d'autres qui ne veulent pas et ça parle pas nécessairement, de la qualité, du parent. C'est un nouveau que j'ai entendu il y a pas longtemps. OK. Je continue là-bas. Mmh. Alors, la réalité, c'est que devenir parent, c'est une grosse transition et peu importe à quel point les parents vont se préparer avec des livres, avec des webinaires, avec, même s'ils ont d'autres enfants, les autres enfants qui ont déjà eu, devenir parent, c'est un grand changement qui s'accompagne de surprises. Alors, c'est normal de se demander, est-ce que c'est qui ce corps-là? Se demander, vouloir que que les gens les laissent tranquilles. Se demander pourquoi ils se sentent seuls, mais quand ils sont avec d'autres personnes, ils veulent être tout seuls, right? Hem, est-ce que j'ai passé assez de temps, au skin to skin? Est-ce que j'ai laissé assis sur mon corps, sur mon ventre assez longtemps aujourd'hui? Est-ce que je fais des erreurs? Right? Est-ce que je suis une bonne mère? C'est normal de se poser ces questions-là. C'est un processus d'adaptation, et que les parents ne sont pas supposés savoir quoi faire, que c'est le contact avec les nouveau-nés qui vont leur donner cette confiance-là et que toute transition, tout changement, engendre aussi une perte. Avoir un enfant va vouloir dire des changements d'habitude, relations, priorités, liberté financière. Et même si c'est un changement qui était voulu, un changement qui est positif, qui était planifié, mais c'est quand même une perte. Et puis, il y a quand même un stigma lié à reconnaître cette perte-là, parce que c'est supposé être une période heureuse. Mais c'est normal pour un parent de regretter de ne pas pouvoir sortir ou de plus avoir des relations intimes avec leur partenaire, de manière spontanée, de s'ennuyer de ses amis, de souhaiter pouvoir dépenser son argent de la manière qu'ils voulaient pour des vêtements pour eux-mêmes à la place que pour le bébé, right? Alors, c'est normal de s'ennuyer de son ancienne vie. Ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais parent. Alors, toutes ces expériences-là sont normales, mais des fois, la détresse que les gens vont avoir après l'arrivée du bébé,
va entrer dans le realm d'une maladie mentale. Alors, quels sont les signes qu'on cherche? Alors ici, je parle surtout de la dépression, de l'anxiété, de la psychose ou du trouble de stress post-traumatique qui peut se développer dans la période périnatale. Du côté symptômes émotionnels, il y a des sauts d'humeur, alors des changements d'humeur qui semblent très forts, très rapides et qui ne sont pas toujours une raison très, très spécifique. Les sentiments de tristesse, de culpabilité, de désespoir vont être présents aussi, surtout si les parents avaient des attentes qui ne se complètent pas. Des fois, la réaction à cette perte-là, à cette transition dans leur vie, c'est plus l'irritabilité et la colère. Alors, des frustrations intenses et des sentiments de culpabilité. Parfois, il y a aussi des crises d'anxiété. Il peut y avoir des soucis beaucoup plus intenses aussi, et des fois. Du côté comportemental ou physique, des fois, une personne peut avoir de la difficulté à créer des liens avec des gens. Puis c'était une personne qui était très sociale, par exemple, ben, ils vont commencer à se retirer un peu, faire un retrait social. Mais ça peut être aussi une difficulté à créer des liens de connexion avec leur enfant. Et quand ça arrive, ben, ça peut engendrer la culpabilité aussi. Oui. Alors, c'est comme un changement un peu dans la personnalité sociale de l'individu. Oui. Le changement dans les habitudes de tous les jours. C'est sûr que un manque de sommeil, c'est à attendre, mais ça peut aussi renforcer les difficultés d'humeur ou l'anxiété chez un individu. Ça peut être des difficultés à s'endormir, à rester endormi ou peut-être même un sommeil excessif. Il peut y avoir un changement significatif dans l'appétit de l'individu, que ce soit de manger plus ou manger moins, ou une fatigue écrasante, une perte d'énergie, qui n'est pas liée seulement à la présence du nouveau-né. Côté symptômes cognitifs, il peut y avoir des difficultés de concentration ou à penser clairement. Ça peut être très souvent lié au sommeil aussi. On peut trouver ça plus difficile à prendre des décisions et se questionner plus. Alors, c'est lié un petit peu à l'anxiété. Et avoir des pensées intrusives. Alors, des pensées indésirables, perturbantes qui peuvent être liées à un événement du passé. Alors, s'il y avait un événement traumatique lors de la naissance, par exemple, ou ça peut inclure à des pensées futures, telles que quelqu'un qui fait mal au bébé, ou même avoir des pensées que soi-même, que le parent va faire du mal au bébé ou à soi-même. OK. Alors, je vais parler un petit peu plus en détail de la dépression, de l'anxiété, la psychose et du trouble de stress post-traumatique. Je OK. Le taux de dépression, dans la période périnatale, heu, ce qu'on trouve en tant que statistique, c'est entre 10 et 23. Le 23, c'est le nombre qu'on avait au Canada, qui a été enregistré au Canada en 2019. Il y a quand même un consensus que c'est probablement, hem le vrai chiffre est probablement beaucoup plus haut que ça, à cause de l'accès que les gens vont avoir ou le stigma de demander de l'aide. Les choses qui sont importantes de comprendre, quand on parle de la dépression dans la période périnatale, c'est que cette tristesse qui est persistante, qui est associée à un sentiment de désespoir, de difficulté à se connecter au bébé, du retrait social, hem et des pensées, parfois des pensées suicidaires. C'est des symptômes qui commencent à survenir, dans les 3 premiers mois, après la naissance, du bébé. Alors, il y a quand même une bonne période de temps dans laquelle ça peut développer. Ça ne veut pas dire que ça peut pas se développer au mois 4 ou 5, mais souvent, on va commencer à voir ce changement-là dans les 3 premiers mois, dans le 4e trimestre, comme on appelle. C'est une maladie qui combine les facteurs hormonaux, émotionnels, génétiques et sociaux.
Et il est beaucoup plus probable sur les femmes qui ont eu un antécédent de dépression ou des individus qui avaient un stress très élevé ou un soutien social. Il y a un très grand lien entre la privation le manque de sommeil et les symptômes de dépression. C'est quand on fait un diagnostic de dépression, on veut essayer d'enlever cette variable-là, alors voir est-ce que les symptômes sont encore là quand le parent réussit à dormir un peu plus. Euh, mais il y a quand même un très gros lien. Et quelque chose qu'on décrit pas souvent quand on parle de la dépression la dépression en général, mais la dépression périnatale, c'est qu'il y a aussi un aspect, il y a l'aspect déprimé, mais aussi l'aspect de colère, d'irritabilité, et qu'on ne reconnaît pas toujours comme étant une dépression, mais c'est une facette de la dépression qui est important de reconnaître. OK. Et souvent, les parents vont avoir entendu parler du baby blues, qui est un phénomène beaucoup plus courant, généralement temporaire, qui va apparaître typiquement dans la première semaine et va se terminer environ après 2 semaines de la naissance du bébé. Alors, c'est de courte durée, c'est vraiment après la naissance et c'est beaucoup plus lié au changement hormonal qui se fait et l'adaptation à la vie après la naissance. Ce n'est pas un trouble clinique euh, qui qui se présente, mais c'est comme une réaction normale à une situation, à une nouvelle situation intense. Encore une fois, on peut lire le nombre de livres qu'on veut, on peut avoir passé plein de temps avec des bébés et tout. Quand on ramène bébé à la maison, la vie change totalement. Et il va avoir des impacts. Quand on parle du baby blues, ben, il n'y a pas un impact significatif sur la capacité du parent à prendre soin du bébé ou prendre soin d'elle-même. OK? L'enfant peut quand même, le parent peut quand même compléter ses tâches. Et c'est très commun, comme ici j'ai mis, c'est entre 70 et 90. La dépression, comme je vous ai parlé, c'est beaucoup plus sérieux, ça dure plus longtemps et ça nécessite la prise en charge professionnelle. Parce que la dépression qui n'est pas traitée peut nuire à l'attachement entre parents et enfants, au développement de l'enfant et augmenter le risque de tension, de conflit parental aussi. OK. Donc, si les symptômes durent plus que 2 semaines, si les symptômes s'aggravent, on parle peut-être d'une dépression postpartum. Si les symptômes sont sévères et empêchent la mère de fonctionner normalement, et quand je dis normalement, c'est normalement pour quelqu'un qui apprend un nouveau rôle. Right? C'est quelqu'un qui est dans une nouvelle situation. Ça ne veut pas dire que c'est facile, euh, mais qui s'adapte, ben, un suivi médical va être nécessaire. Right? S'il y a des pensées suicidaires ou des pensées à se faire mal à soi-même ou au bébé, ça exige une aide immédiate aussi. L'anxiété dans la période périnatale, euh, je pense que c'est important d'en parler parce que souvent, comme on attache l'anxiété à la dépression et de plus en plus, on commence à les séparer, peut-être même en faire comme son propre diagnostic, parce que c'est quand même une expérience différente. La dépression, c'est une expérience qui, euh, qui est léthargique, qui nous ralentit, qui est lourde. L'anxiété, c'est quand même le contraire. C'est actif, c'est réactif, euh, et ça emmène du mouvement aux parents. Right? Alors, on pense que l'anxiété dans la période périnatale est même plus fréquente que la dépression, mais au moins autour de 20. Maintenant, c'est normal d'avoir des inquiétudes pour soi-même, pour son enfant, après une si grosse transition. On se souvient, la transition, c'est une période de désorientation et de réorientation. Une fois qu'on pense qu'on a réussi, qu'on a trouvé la sauce secrète pour mettre bébé au dodo, ben il change tout ça puis ça ne fonctionne plus.
right? Alors, oui, il va toujours avoir un peu d'anxiété, mais parfois, l'anxiété les inquiétudes et l'anxiété est incontrôlable. Euh, et il est aussi disproportionné. Right? Alors, le parent sait que c'est vraiment quelque chose euh, qui est improbable, mais ils vont quand même se sentir très anxieux. Ils ne vont pas pouvoir réajuster leur réaction. Alors, ils savent que leurs inquiétudes sont inutiles, mais ils continuent, ou peu susceptibles de se réaliser, mais ils continuent à se sentir anxieux. Et quand on commence à penser à l'anxiété comme étant cette formule de euh, surestimation d'un danger et sous-estimation de sa capacité à faire face, la situation parentale, ben, c'est la situation parfaite pour avoir de l'anxiété. Il y a tellement de dangers, tellement de choses qui pourraient arriver à notre bébé. euh, et c'est là, on ne sait pas quoi faire. Right? Je ne vais pas pouvoir trouver de solution. C'est sûr que ça va donner de l'anxiété. La psychose, c'est une urgence psychiatrique qui est rare. Ça arrive environ à 0,15 des mères. Alors ça, c'est 1 à 2 naissances par 1 000 naissances. Alors c'est quand même rare, mais c'est une urgence et c'est grave. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre action tout de suite parce que ça peut vraiment représenter un risque important pour les parents et leurs nourrissons. Euh, alors, c'est important de le détecter et de le traiter. Euh, Si le parent avait un trouble bipolaire, un diagnostic de trouble bipolaire avant euh, d'être enceinte, le risque est plus élevé aussi. Et puis, si le parent avait d'autres vulnérabilités génétiques, d'autres périodes de psychose avant l'arrivée du bébé, ça augmente aussi le risque. OK? Alors, quand on parle de psychose, on commence vraiment à parler. Oui, les symptômes peuvent survenir les premières semaines après l'accouchement. Je m'excuse, je vais dire ça aussi. Mais ce qu'on parle avec la psychose, c'est des fausses croyances à propos de soi-même et de son bébé et une mauvaise perception de la réalité. Ne pas pouvoir évaluer euh, euh, la vraie sens des croyances qu'on a. Une personne qui est anxieuse, ben, il parle de quelque chose qui pourrait arriver et leur manque de capacité de réagir à cet événement dangereux-là. Mais quand on parle de psychose, on parle de quelqu'un qui parle de ça va arriver et c'est arrivé. Il parle avec certitude et de quelque chose, d'un danger présent qui se passe. Hein. Alors, c'est pour ça que une action rapide est très importante. Et finalement, le trouble de stress post-traumatique survient quand il y a eu un événement traumatisant autour de l'accouchement ou de la naissance de bébé, où c'est défini, et un événement traumatisant dans le monde médical et psychiatrique, c'est défini comme une confrontation à la mort réelle ou imminente, à des blessures graves ou à des violences sexuelles. Cette confrontation peut se produire par le biais d'une expérience directe. Alors, ça s'est passé à nous. D'être témoin de l'événement. Alors ici, c'est important de penser aux partenaires qui pourraient aussi être témoins d'événements traumatisants. Ou en apprenant ce qui est arrivé à un ami proche ou un membre de la famille aussi. Et ça peut aussi être une exposition répétée ou extrême aux détails d'un événement. Right? Alors, c'est quand même des définitions pas mal spécifiques. Je sais que le mot traumatisme et le terme de trouble de stress post-traumatique est utilisé très vaguement des fois. Mais moi, quand je parle de ça, je parle ça du côté psychiatrique. On sait que environ 4 à 35 des parents des nouvelles mères vont présenter avec des symptômes de troubles de stress post-traumatique après la naissance. Et même les femmes qui ont les femmes qui ont des antécédents d'infertilité sont plus à risque de développer ces symptômes-là. Et jusqu'à 33 des pères présentent avec des symptômes de TSPT aussi.
Alors, quels sont ces symptômes-là? Il y a des symptômes d'intrusion, alors des flashbacks, les sensations que l'événement traumatisant se reproduit encore dans le présent. Avoir des pensées, des images qui sont intrusives, indésirables, qui nous viennent en tête, ou des cauchemars très perturbants. Et aussi, quand on fait face au rappel, des choses qui nous rappellent de cette situation-là, bien, il y a une grosse détresse émotionnelle. Une petite note au sujet des flashbacks. C'est pas plaisant, c'est sûr. Par contre, je pense que c'est aussi important de comprendre que tout de suite après, immédiatement après un événement épeurant, que ce soit traumatique ou pas, avec un événement épeurant, des flashbacks, c'est jusqu'à un certain point attendu et même typique et même peut être une bonne chose. Ce que je veux dire, c'est qu'un flashback, c'est notre cerveau qui se remet dans cette expérience-là et dans le processus d'en faire sens, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Si je prends l'exemple de comme, ah, je suis tombée avec ma bicyclette, puis j'ai failli me faire frapper par une auto, mais je ne me suis pas fait frapper par une auto, bien, je continue à avoir ces images-là dans ma tête qui reviennent de temps en temps, pas tout le temps, right? Puis c'est mon cerveau qui essaie de réaliser, hey, il y a quelque chose qui s'est passé, ça m'a fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais revenir là, puis je me dis, oh non, ça ne s'est pas passé, la mauvaise chose ne s'est pas passée. OK. Je vais revenir, puis ah, ces détails-là se sont passés. Alors, c'est comme notre cerveau qui réorganise l'événement qui était perturbant. OK? C'est sûr que quand on continue à avoir des flashbacks des mois après l'événement ou quand on a des flashbacks au cours de la journée, puis ça interrompt notre fonctionnement, c'est pas une bonne chose. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ça fait quand même partie un peu de notre cheminement après un événement perturbant. Il y a aussi des symptômes d'évitement. Alors, la personne va éviter les personnes, les lieux qui vont lui rappeler de ces situations-là. Et ils vont aussi éviter de penser à l'événement euh, troublant. Il y a des réactivités corporelles. Alors, quelqu'un qui va être facilement surpris, qui va se sentir très alerte ou nerveux ou à fleur de peau, comme on appelle. Quelqu'un qui va réagir avec beaucoup d'irritabilité ou de colère, qui va avoir de la difficulté à se concentrer, ou euh, le contraire, ils vont se sentir comme engourdis émotionnellement, ils vont se sentir détachés des autres, comme je m'excuse, je n'ai pas trouvé le mot, mais comme un vide émotionnel. Right? Et qui a un impact sur le fonctionnement. Euh, et il y a la recherche que je viens de vous présenter, c'est surtout chez les mères, mais il y a quand même des petites différences qui sont importantes à noter chez les autres parents. Oui, l'anxiété, les troubles dépressifs dans la période périnatale, c'est vrai pour les parents aussi. De 2 à 5 des pères vont rapporter les symptômes. C'est quand même variable. Il y a des recherches qui vont jusqu'à 25 fait qu'on n'est pas sûr quand même. Par contre, pour les mères, ça arrive dans les 3 premiers mois de la naissance. Pour les pères, le risque le plus élevé, c'est 6 mois après la naissance. Alors, ça va commencer un peu plus tard. Puis ça coïncide souvent avec le temps auquel le père devient beaucoup plus engagé dans le parentage. Et le dysfonctionnement est beaucoup plus social et somatique chez les pères que les parents. Chez les mères homosexuelles ou les minorités sexuelles, on n'a pas beaucoup de recherches pour comprendre leur expérience périnatale, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont aussi susceptibles à avoir une dépression ou l'anxiété périnatale, mais ils sont moins susceptibles de prendre des médicaments quand ils en ont besoin, sauf quand les symptômes deviennent plus graves. Alors, c'est comme s'ils ont besoin d'une intensité de symptômes plus forte avant de prendre des traitements médicaux. Les femmes enceintes qui appartiennent à une minorité sexuelle sont plus souvent exposées au stress et à la dépression ou au stress et à la discrimination tout au long de leur cheminement en tant que parents. Et ce stress-là les rend plus vulnérables à développer une dépression après la naissance du bébé, surtout si ça impacte leur support social. Oui. Alors oui, il semble avoir un taux élevé. Et puis,
Comme je l'ai dit, un facteur de stress supplémentaire lié aux préjugés, à la discrimination, à la transphobie, au manque de soutien communautaire qui vient. Alors, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas? Euh, je sépare ça comme dans 5 catégories. En tant que durée, on commence à se poser plus de questions quand les symptômes de changement d'humeur, par exemple, ou d'anxiété incontrôlable sont présents pour au moins 2 semaines. Quand c'est plus que 2 semaines, on commence à se poser des questions au sujet de est-ce que ça serait un trouble de santé mentale ou est-ce que c'est une transition? Il y a aussi la question de la gravité et de l'intensité des symptômes. Alors, on sait que une fluctuation d'humeur est normale, mais ça ne veut pas nécessairement dire que la personne va avoir une souffrance significative ou que leur fonctionnement va être altéré. Right? Par contre, les troubles d'humeur, les troubles de santé mentale vont vraiment provoquer une détresse clinique importante, va altérer leur fonctionnement dans plusieurs domaines aussi. Alors, on regarde, OK, c'est quoi l'impact de ces symptômes-là dans ton jour le jour? Euh, des fois, c'est la manière où les symptômes sont regroupés et se présentent, right? Alors, si c'est juste l'humeur dépressive ou c'est l'humeur dépressive et les pensées suicidaires ou le nombre de symptômes qui sont présents, ça nous donne de l'information aussi. L'impact que cela a sur le fonctionnement de l'individu. Est-ce que ça les prévient de compléter les activités quotidiennes pour soi-même et pour le bébé? Et parfois, il y a les caractéristiques très spécifiques. Alors, les pensées suicidaires, les pensées très improbables ou comme dans les périodes de psychose, s'il y a comme la difficulté à évaluer la réalité et la perception de la réalité qui, euh, qui est changée. Comment est-ce qu'on peut prévenir euh, les troubles de santé mentale? Bon, la réalité, c'est que avoir de l'information, reconnaître que oui, il y a des changements d'humeur, c'est normal, c'est fréquent, mais il y a des choses qui ne le sont pas et apprendre à commencer à faire cette différence-là est très important. Euh, et bâtir un soutien social le plus possible avant l'arrivée du bébé euh, pour avoir non seulement de l'aide et un support émotionnel, mais aussi avoir quelqu'un qui va remarquer les changements en nous, que peut-être que nous, on ne va pas remarquer, qui va avoir la confiance, le confort de nous dire, hey, écoute, je remarque que ton humeur a vraiment changé, est-ce que ça va? Hein? Alors, avoir cette éducation périnatale et postnatale, pas seulement pour le parent, mais aussi pour la famille, que ce soit pour le partenaire ou si on s'attend à ce que les grands-parents vont prendre un grand rôle dans la famille, dans la période périnatale, bien, les encourager aussi à chercher de l'éducation. Utiliser des programmes d'intervention basés sur des méthodes qui ont été supportées par la recherche, alors la thérapie cognitive comportementale, TCC, la psychoéducation. Euh, Même avant l'arrivée du bébé peut aider. Alors, par exemple, quelqu'un qui est susceptible à l'anxiété, si elles peuvent commencer à mettre en place quelques stratégies de TCC, ça peut réduire leur chance de développer un trouble de santé mentale, pardon. Euh, les, euh, les pratiques d'auto-soin sont toujours importantes. Alors, essayez d'avoir le plus de sommeil que possible, une bonne alimentation. Je dis activité physique, mais dans le fond, tout ce que je veux dire, c'est un mouvement, prendre du mouvement tous les jours, relaxation le plus possible pour garder, équilibrer son humeur et apprendre à gérer le stress. Demander de l'aide et aussi connaître ses propres facteurs de risque. Alors, avoir cherché cette éducation-là, ces connaissances-là, pour savoir que, bon, si j'avais un antécédent de dépression, c'est un stress important. Si j'ai pas un bon soutien social, ou si j'ai des complications lors de ma grossesse ou de la naissance, bien, moi, je vais être plus à risque de développer ça. Right? Et d'être ouvert et honnête avec
l'équipe médicale. Hem, c'est important de le dire à voix haute quand on a des soucis, que ce soit pour nous-mêmes ou même pour notre partenaire. Alors ne pas hésiter d'en parler, puis d'en parler à quelqu'un, puis d'en parler à quelqu'un jusqu'à ce que quelqu'un nous écoute. Malheureusement, souvent, les minorités et les populations autochtones craignent que leurs enfants soient retirés s'ils expriment des préoccupations en matière de santé mentale. Hem, elles ont de très bonnes raisons de ressentir, cette crainte-là. Hem, moi, ce que je vois dans mon travail, c'est qu'il y a quand même des changements positifs qui ont été apportés au système, notamment il y a des supports par des pairs ou par des elders qui peuvent venir être présents, pas seulement durant la naissance, mais aussi comme, heu, lors des rencontres avec, les médecins pour offrir ce support-là et s'assurer que, hem, les les systèmes où il y aurait eu de la discrimination ou les préjudices, ces choses-là peuvent être identifiées et leur impact prévenu. Son bien-être, le soin, c'est très important, c'est, pour prévenir, les troubles de santé mentale après la naissance du bébé. Par contre, prendre une douche, manger puis se brosser les dents, c'est pas de l'auto-soin. Je dis ça aux parents parce que c'est la base d'être, hem, de se réveiller des fois, right? Les services, ouais, les activités d'auto-soin, c'est des activités qui nous permettent de se sentir bien dans notre peau. Mais c'est sûr que oui, prendre une douche, ça nous fait sentir mieux. Mais il y a une différence entre prenant une douche de 3 minutes, puis prendre une belle douche de 15 minutes en prenant son temps sous l'eau chaude, right? Alors faire la différence entre nos soins de base et faire quelque chose pour soi-même, pour se sentir mieux. Et je pense que quand on parle avec les parents, c'est important de faire cette différence-là. Prends une douche aujourd'hui. Non, prends une bonne douche, prends ton temps, trouve quelqu'un qui va trouver bébé, qui va tenir le bébé pendant que tu prends ta douche. Alors, qu'est-ce que les parents peuvent faire maintenant? On parle souvent de comme, ah, toutes les choses qu'on peut faire pour prévenir sur les mains, mais en ce moment, des choses qui peuvent être faites, c'est euh, se rappeler et d'accepter que les émotions mixtes, sont normales, même des sentiments contradictoires. On peut adorer notre bébé, mais on peut détester le fait qu'on se réveille tout le temps la nuit, right? Remarquer nos petites réussites. Si, une journée, on a réussi à prendre notre marche, ben c'est une réussite, right? Puis ces réussites-là, ben ça vient avec l'autre, c'est d'adapter les attentes. S'adapter que, la maison va pas être aussi bien rangée qu'elle était avant, que les repas vont être plus simples, qu'il va falloir commander des choses des fois et c'est pas grave, OK? Et tu sais, des fois, les parents vont dire: «Ah, hem, j'ai pu faire à souper moi-même comme je le faisais avant ce soir, puis ça, c'est une belle réussite pour moi». Puis oui, c'est une belle réussite. Mais aussi, si un soir, tu commandes ton souper puis tu te sens pas coupable, ça aussi, c'est une réussite, right? Alors une réussite, c'est pas toujours le retour à l'ancienne vie. La réussite, c'est l'adaptation au présent, right? Hem Essayez de dormir au moins un bloc de 4 heures tous les 24 heures. Je ne dis pas la nuit parce que ça ne va pas toujours se passer la nuit, mais si c'est possible, surtout si vous savez que le bébé va faire un gros bloc, ce 4 heures-là, s'il vous plaît, essayez pas de l'utiliser pour faire toutes les choses autour de la maison. Essayez de prendre un bloc de 4 heures dans un 24 heures pour dormir. OK? C'est comme le minimum de sommeil qu'on pourrait prendre. OK? Développer un groupe de soutien et utiliser le réseau social avec modération. Je vois le temps, puis mes autres slides sont tous au sujet des réseaux sociaux. Fait que je vais comme m'arrêter parce que je veux m'assurer que s'il y a des questions, je vais le mettre ici parce que c'est comme les conseils d'hygiène, parce que je vais m'assurer de pouvoir répondre aux questions. Donc ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou la boîte à questions. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Heu, OK. moi, j'avais peut-être une question quand tu parlais des flashbacks, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a une façon de différencier entre, par exemple, si quelqu'un a vécu un événement traumatique
jusqu'à quel point c'est normal de penser à cet événement ou, Mmh. à quel point peut-être s'il y a trop de flashbacks, est-ce qu'à quel moment est-ce qu'on devra s'inquiéter peut-être? Ouais, il y a pas comme de chiffre ou de Ouais. durée, right? Mais ça revient toujours à l'intensité, la OK. durée, tu sais, si c'est un événement qui s'est passé il y a 6 ans versus un événement qui s'est passé il y a 2 jours, right? Et hem, l'impact que ça a sur la personne dans le moment où ils ont le flashback et aussi dans leur journée. S'ils ont un flashback et puis ça les permet pas de travailler ou qu'ils peuvent plus faire les choses qu'ils faisaient avant, mais on commence à se poser des questions. Puis moi, quand je parle de l'aspect réparatif des flashbacks, c'est vraiment, hem, dans le temps immédiatement après l'événement. Un flashback qui se fait comme avec un événement que 6 ans après, c'est pas nécessairement c'est pas la même chose. C'est parce que ce que je décris, c'est comme un processus de réparation du cerveau, Mmh. right? Fait que non, il y a pas pour répondre like, en cours, non, ça a à faire avec l'intensité, l'impact et le temps. Ouais. I hope that OK, yeah. merci. Ouais, pas de trouble. Ça, c'est, les ressources que j'ai mis ici, j'ai pas de compte. OK. Eh bah, je Mmh. pense que pour l'instant, on n'a pas d'autres questions, donc je vais peut-être, lancer notre petit sondage, et merci beaucoup, docteur Pichefas, c'était Mmh. très intéressant Ouais, et puis merci la beaucoup. la présentation et les slides seront disponibles dans quelques semaines sur notre site internet. OK, parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, à me contacter. Il y a mon courriel ici, puis quand ça va être sur le site web. OK. Parfait, bon merci beaucoup et Parfait, bon après-midi. merci. Merci, au revoir. Bye.